Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. Je suis pas le seul à qui ça arrive. J'en ai lu un exemple dans le livre de Dani Shapiro, Still Writing. J'en ai aussi parlé longuement et à plusieurs reprises avec des amis auteurs. En début de projet ou quand ça coince en cours de route, tous, on range nos appartements. C'est comme s'il y avait une corrélation entre l'acte de ranger notre espace et celui de ranger notre esprit. Comme si réarranger nos bibliothèques, trier nos papiers et réassigner nos objets faisait écho au travail d'organisation mentale nécessaire à l'émergence d'une histoire. Construire un projet d'écriture, c'est mettre de l'ordre dans des possibles. À partir d'un personnage, d'une situation, d'un univers, une quasi-infinité d'options s'ouvre. Charge à l'auteur alors de choisir celle qui racontera son histoire. Entre toutes les options possibles, quel chemin est-ce qu'on va choisir ? C'est pas toujours l'option qui saute aux yeux tout de suite, qu'on va préférer. C'est pas non plus toujours la plus originale. Mais il y en a une qui s'impose, qui paraît logique ou intéressante au regard de notre intuition. Et cette intuition, elle vient pas de nulle part, elle est le produit de millions de mots qu'on a lus, qu'on a entendus. Dans la réalité, dans la fiction, de millions de minutes, de films, de séries, d'audio-fiction ingérées, digérées, synthétisées à notre insu. Elle vient, notre intuition, de notre expérience d'humain, d'abord, parce que c'est ça, la fiction, c'est raconter l'humanité, mais aussi de notre expérience de spectateur, parce que la fiction et la vie ne répondent pas aux mêmes exigences, et que ce qui marche dans la vie fonctionne rarement tel quel dans la fiction. Et puis on la puise, cette intuition, dans notre expérience d'auteur. Parce qu'entre ce qui marche en théorie et ce qui marche en pratique, il y a aussi un écart. Et qu'entre ce qui marche sur la page et ce qui marche avec un éditeur, avec le marché, dans la réalité de cette rencontre entre le livre et le lecteur, il y a aussi un écart. Et cette expérience qui permet de construire l'intuition, on ne peut pas la raccourcir. Il n'y a pas de case magique par laquelle on pourrait passer pour esquiver la nécessité d'ingérer des histoires, de se heurter au mur de la réalité quand on publie un livre, à l'incompréhension qui nous envahit en début de carrière face aux décisions des décideurs qui nous paraissent arbitraires mais qui ne le sont jamais. C'est juste que les décideurs doivent considérer d'autres facteurs que la seule qualité littéraire ou dramaturgique d'un texte. Nous, quand on débute, on a l'impression que si un texte il est refusé ou s'il est accepté, c'est uniquement sur sa valeur littéraire, sur sa valeur presque objectivée. Mais c'est pas le cas. À partir du moment où on décide d'entrer dans un modèle économique, il y a plein d'autres facteurs qui viennent brouiller la clarté des décisions. Tous, éditeurs comme auteurs, nous sommes soumis aux humeurs du marché, aux fluctuations de l'actualité, aux modes, aux tendances. Autant nous y faire. Je reviens au rangement. Ça faisait 2 mois que je me sentais pris dans une forme d'inertie, que j'attendais je ne sais quel tremblement de terre symbolique pour me libérer d'un poids mal identifié mais bien ressenti, quelque chose qui pesait. Ça faisait 2 mois que je regardais les piles de vieux livres entassés dans tous les recoins de mon appartement en me disant que beaucoup ne me ressemblaient plus et ne me servaient plus, qu'ils ne déclenchaient plus chez moi d'étincelles d'inspiration, qui me laissaient froid. Je trouve ça triste, un livre qui nous laisse froid. Et j'avais pas envie de garder chez moi ces livres, qui avaient mis plus de feu en moi. Alors je me retrouvais à déambuler dans l'espace exigu de mon 3 pièces en me disant faudrait que je fasse du tri. Mais il se passait rien. Je me mettais pas en mouvement. Je contemplais avec froideur ces livres qui ne m'évoquaient plus rien, que j'avais relégués au sol plutôt qu'aux étagères en me répétant faudrait que je fasse du tri. Et puis il y a eu cette conversation avec un éditeur et une commande. Et là d'un seul coup tout s'est éclairci. Parce que j'ai eu un horizon. Et un besoin impérieux de gagner en clarté, avec un projet à faire, un univers à créer, des personnages à rencontrer, une histoire à construire, j'avais quelque part où aller. J'avais quelque chose à ranger dans ma tête. C'était impossible de rester dans l'inertie. Et pendant 2 jours où je m'attendais à encore une fois me noyer dans les séries, laisser passer le temps, je me suis surpris à me remonter les manches et à faire le tri que je repoussais depuis des mois. Et j'ai vidé les étagères, je les ai dépoussiérées, j'ai réagencé les livres, et j'ai empaqueté ceux qui me faisaient plus rien. J'ai fait du vide, j'ai sorti des choses. J'ai rempli l'espace de tout, j'ai entassé tout ce que j'avais, tout ce qui était sur les bibliothèques, au centre de la pièce, pour mieux le trier, pour mieux vider cet espace. C'était presque un acte magique au sens où trier m'a occupé les mains pour mieux laisser mon esprit, mon inconscient bien sûr, s'occuper du projet. J'ai trié la matière pour ne pas avoir à penser.
pour ne pas me mettre moi-même en travers du chemin de ma créativité. Et en ne pensant pas activement, j'ai permis aux idées, aux pensées d'émerger spontanément. Des images toutes prêtes qu'il m'a suffi de cueillir comme des fleurs épanouies. Alors bien sûr, j'avais préparé le terrain. En amont de ces 2 jours, j'avais labouré la terre, si on veut, en explorant sciemment et consciemment les idées, en cascade, des associations de concepts, de motifs qui me venaient autour de la proposition de départ. Proposition qui m'a été amenée par l'éditeur, sur laquelle après j'ai pu mettre ma patte, dont j'ai pu m'emparer. Il ne s'agit pas de partir de rien quand on fait ces choses-là, quand on se met à ranger pour faire de l'espace en soi. Il s'agit simplement de créer un canal pour notre créativité, pour notre inventivité, de sorte à ce que les idées passent par ce sillon et soient tamisées, un petit peu comme de l'eau qui va être filtrée par la roche, qui va être filtrée par l'argile. Et que finalement, les idées passant par le sillon qu'on a creusé émergent déjà formées pour le projet. Si on ne fait pas ça, ça part dans tous les sens. On peut s'occuper les mains, effectivement, mais il va y avoir des idées brouillonnes. Ça arrive souvent d'ailleurs, quand on n'a pas de direction, de se retrouver à penser à tellement de choses que ça ne va nulle part. C'est en concentrant notre attention sur des questions, par exemple, tiens, comment ça pourrait être ce projet ? Quel personnage pourrait être intéressant pour le développer ? Et quelle relation je pourrais imaginer entre ces personnages ? Qu'est-ce qui m'amuserait avec ce projet quand j'y pense ? Qu'est-ce qui m'a attiré vers cette proposition ? Qu'est-ce qui m'a fait dire oui ? Où sont les opportunités que je vois de jouer avec ma créativité, avec de la fiction. Et c'est sur la base de ces questions qu'ensuite on peut occuper son corps. En rangeant, en se douchant, il y a tellement d'idées qui viennent dans la douche, c'est incroyable. Et en laissant venir. Finalement, en occupant le corps, on permet à quelque chose de venir. Et parfois, rien ne vient. Ça arrive aussi. Pendant 2 jours, là, où je rangeais, j'ai pas été tant que ça bombardé d'images. C'est pas un truc instantané où on va se dire, tiens, je vais ranger un livre et tout d'un coup, pouf, ça va faire venir quelque chose dans ma tête de clair. Il y a peut-être eu une idée qui est passée dans le week-end, peut-être 2 et encore, c'est même pas sûr. C'est seulement après, quand je me suis remis sur le cahier le lendemain, avec cet espace créé en moi par l'acte de trier, l'acte symbolique de trier, et l'acte aussi concret du tri, c'est-à-dire qu'il y a une vraie corrélation entre le concret et le symbolique. C'est seulement le lendemain donc que les idées sont venues. Elles sont venues se poser en douceur, avec une certaine évidence sur la page. Et les mots sont sortis tout seuls. Je n'ai pas eu besoin de forcer. Je crois qu'il y a une grande erreur de conception en matière de créativité. C'est qu'on a l'impression que la créativité, souvent, elle nous tombe dessus, sans vraiment qu'on ait d'influence. Ou à l'inverse, on va penser qu'on peut la forcer à sortir, qu'il faut faire certains exercices, qu'il faut se mettre au travail d'une certaine façon pour qu'elle émerge. Et même si c'est vrai que c'est possible de forcer la créativité, même si c'est vrai que c'est possible à certaines idées de venir spontanément, je crois que ça reste une portion minime de notre travail. Et que la majeure partie de l'écriture se fait dans un dialogue fluide entre le fait de poser une intention, de clarifier le type d'histoire qu'on veut raconter, de clarifier le genre de personnage qui nous intéresse, de clarifier les thématiques qu'on a envie d'aborder, de clarifier peut-être le format aussi de l'histoire. Donc un dialogue entre cette intention et l'ouverture, on peut créer en soi à ce qui est présent en nous, ce qui est le fruit de toute cette intuition qu'on a construite, de tout ce bagage qu'on porte de fiction, qu'on a consommé, d'expériences de vie qu'on a vécues, qu'on a intégrées, et qui ressortent sous la forme d'histoire. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop d'où. Et c'est dans ce dialogue qu'émerge le mystère de l'écriture, le mystère de l'imagination, qui sont comme un rêve éveillé, au sens où c'est un rêve au sens où les images, elles s'imposent à nous, on ne contrôle pas comment elles affleurent à notre pensée. On ne contrôle que ce que l'on en fait. Et une fois que ces idées, elles sont là, une fois que ces images sont là, effectivement, on va les sculpter. On va pouvoir travailler à partir d'elles. Mais avant ça, il faut faire de l'espace. Et parfois, cet espace, on le fait simplement en interagissant avec notre environnement d'une manière qui n'a pas l'air de ressembler à du travail, n'a pas l'air d'être reliée directement au travail créatif, à l'objectif de production, et qui pourtant l'est intimement. La semaine prochaine, je serai en vacances, donc il reste encore 2 épisodes de podcast, et après je fais une pause pendant la semaine. Dès mon retour, je reprendrai le rythme d'un épisode de podcast par jour, en continuant à explorer différentes facettes du rapport à l'écriture, que ce soit des choses très concrètes, comme quand j'ai parlé de Bible de série hier, ou des choses un peu plus abstraites, des aspects de la pratique comme aujourd'hui, qui sont un peu plus évanescents, un peu plus mystérieux, un peu moins faciles à cadrer, et puis des choses plus générales. Et le premier week-end de mars, j'organise un atelier d'écriture de nouvelles par Zoom. Je fais le programme à partir de ce que vous apportez, de ce que vous voulez bosser en priorité. On travaillera de toute façon la structure du texte, on travaillera les personnages, on travaillera les thématiques, et on travaillera surtout votre méthodologie pour que vous ressortiez avec
plus de connaissances sur vous-même, sur votre rapport à vos propres textes, à votre propre créativité, à vos moteurs de créativité aussi, et aux outils qui peuvent vous aider à aller au bout de vos histoires. Donc tout ça, ça se passe en ligne et les détails sont sur anaelverdi.com/nouvelle, nouvelle au singulier. Il y a un très court paragraphe de présentation, mais après il y a un lien qui vous amène vers une présentation plus détaillée. Moi je vous donne encore rendez-vous demain et après-demain, et après petite pause pour recharger les batteries, et après on est reparti. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.